Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705. Numéro de téléphone 240 547 0799. Bienvenue sur 5 sur 5 Média, Nicolas Panda à votre service et je vous retrouve ce soir sur ce plateau pour notre émission virtuelle Parlons Immobilier. Je suis agent à Avery S. Realtors à Rockville dans la région métropolitaine de Washington et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous avez concernant l'immobilier. Alors sans plus tarder, nous allons passer, j'ai reçu quelques questions et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Donc la première question que j'ai reçue m'a été posée par monsieur Cédric Camara et qui voulait justement savoir les différentes types, excusez-moi. Quels sont les différents types de loans, donc de prêts, de prêts hypothécaires les différents types de prêts hypothécaires qu'une banque pourrait avancer pour une personne, pour une personne qui achète sa maison pour la première fois, donc pour un first-time buyer. Bon, il y a pour les gens, pour quelqu'un qui achète sa maison la toute première fois, et pour quelqu'un qui n'a pas assez de credit history, donc credit history, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de terminer ses études et qui n'a pas encore fait ses preuves dans la vie, sur le marché du travail, il y a des programmes pour cela. Un des programmes, c'est celui qu'on appelle Federal Housing Administration Loan, en sigle FHA. Et avec le FHA, pour les first-time buyers, donc une personne qui achète sa maison pour la toute première fois, la banque finance jusqu'à 97%, donc 97% de la valeur de la maison. Donc, si vous êtes qualifié, que votre crédit est bon, je dirais, parce que pour quelqu'un qui n'a pas encore de credit history, tout se détermine par le peu qu'il a fait jusque-là. Le FHA programme, la banque, le gouvernement, en tout cas c'est un programme de gouvernement justement qui a été créé pour aider, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, qui a été aidé pour aider les gens qui ont de faibles revenus et des gens qui n'ont pas assez de credit history, c'est-à-dire qui commencent à peine de commencer, qui viennent à peine de commencer leur vie de travail, donc qui ont quitté les études et tout, et pour les gens qui ne peuvent pas être qualifiés pour le conventional loan, donc le loan normal qui est de 20% normalement comme caution, comme down payment, et le reste. Donc le FHA loan, le Federal Housing Administration Loan, vous aide à financer votre maison en payant 97%, donc 97% de 97% de la valeur de la maison. Vous avez un autre loan. Celui-là, il est mieux que le FHA loan, le VA loan, mais il y a des conditions. Il faudra aller dans vos bureaux gouvernementaux respectifs pour pouvoir déterminer si vous êtes qualifié pour ce genre de loan-là. On l'appelle le VA loan. Le VA loan, lui, il vous finance la maison à 100%. Donc, vous n'avez pas de down payment à payer. Si la maison coûte 200 000 $, la banque finance les 200 000 $. Donc, vous n'avez pas... La seule chose dont vous avez à vous inquiéter, ce sont les closing costs. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai donné le pourcentage, il est minime, mais bon, c'est la seule chose dont vous devez vous soucier. Il y a un autre loan
J'ai entendu parler de ce loan, mais bon, ils appellent ça le Graduate Payment Loans. Ça, c'est en général pour les gens qui viennent de... ils quittent l'université et pour les aider justement à construire un crédit et build un crédit et en même temps pouvoir devenir propriétaire, on donne ce genre de loan. Donc, le Graduate Payment Mortgage Loan est un peu tricky parce qu'au fond, ce qu'il se fait, il est tricky, donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que bon, on assume que pour les 5 ou 10 prochaines années qui suivent l'application de votre financement, que vos revenus vont augmenter. Donc, ce qui fait que vous commencez, on vous finance bien sûr la maison, et chaque année, ils augmentent petit à petit, jusqu'à ce que vous, bien sûr, jusqu'à ce que vous atteigniez, vous arriviez à terme. Mais c'est un peu, c'est bon et ce n'est pas bon parce que pendant les 5 et 10 années qui suivent, si la maison perd de sa valeur, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à payer, vous payez beaucoup plus. Vous avez donc d'ailleurs, je n'aurais même pas dû le recommander. C'est bon pour un temps, mais ce n'est pas. Je crois que c'est bon pour 3 à 5 ans, le temps que vous prenez votre vitesse de croisière avec votre travail. Et après ça, refinancez. Donc prenez un FHA ou bien, si possible, reprenez un conventional loan. Donc pour résumer ce que j'ai dit, les loans qui sont intéressants pour les first-time buyers, le premier est le FHA loan, où la banque finance jusqu'à 97% de la valeur de la maison. Il y a le VA loan, où la banque peut financer jusqu'à 100% de la valeur de la maison, mais les conditions de qualification sont un peu plus serrées. Et puis après, il y a ce que je vous ai dit, le Graduate Payment loan qui est sous forme de balloon. Vous commencez par un tout petit paiement et puis il augmente au fur et à mesure que vos revenus augmentent, qui peut être bien pour un moment mais pas à long terme. En tout cas, c'est un loan qui est bon à court terme. Alors, j'ai reçu une seconde question. Celle-là, elle vient de monsieur Joseph Do et qui voulait savoir si c'était bon d'utiliser, disons d'acheter une maison qui est un fixer upper, c'est-à-dire que une maison qu'on peut remettre en état au fur et à mesure, disons que petit à petit, jusqu'à ce qu'on y habite. Bon, le fixer upper est excellent dans la mesure où la maison que vous achetez a encore de bonnes structures et que la fondation est bonne. Parce que bon, si c'est une maison qui a été rongée par les termites ou bien dont les inondations ont fait des dégâts, ça ne vaut vraiment pas la peine. Si vous tombez sur une maison, elle peut être ancienne, il n'y a pas de problème. Les anciennes maisons d'ailleurs ont bonne réputation en ce qui concerne la fondation et les structures. Si la maison est bonne et que le prix est bon, pourquoi pas? Mais ce que je recommanderais, c'est vraiment de passer par un home inspection, donc une inspection de maison. Et le home inspector, justement, va déterminer les conditions. Disons le home inspector va déterminer elle va déterminer si la maison... My God, I can't even translate this. Si la maison vaut la peine d'être achetée et d'être fixée petit à petit, c'est-à-dire que vous modifiez la maison à votre gré jusqu'au moment où la maison est prête pour vous et vous pouvez la modifier, la rénover comme vous voulez. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, si le prix est bon, un fixer upper est bon, mais assurez-vous d'avoir un inspecteur de maison qui va vérifier, bien sûr, qui va inspecter la fondation et la structure de la maison. Et si les coûts, j'ai oublié ce point-là, si les coûts de réfection de la maison ne sont pas extravagants, et qu'en fin de compte, vous retombez, le prix de la maison lui-même était négligeable, en tout cas dans ce cas-là,
le fixer upper is just a good thing. C'est une excellente chose parce que non seulement vous aménagez la maison comme vous le voulez, à votre goût, vous y mettez ce que vous voulez. Le prix de la maison comme tel est déjà bon, donc l'ensemble, en principe, bon, vous économiserez bien. Mais la condition primordiale, c'est un inspecteur de maison. Si vous n'avez pas d'inspecteur de maison pour évaluer la structure de la maison, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Donc, faites votre devoir avant et optez pour l'option si elle vous intéresse. Alors, la troisième question que j'ai reçue, elle vient de Monsieur Ahmed Touré. Monsieur Ahmed Touré a posé la question de savoir quels sont les programmes qui sont bons pour un first-time buyer. Donc, quel genre de maison serait bon? Donc, dans ce cas-là, savoir si c'est de prendre une maison normale qui a été mise sur le marché, une maison qui est en short sale, un foreclosure, un bank-owned. Ça, c'est la question. Pour un first-time buyer, en principe, bon, je recommanderais quelqu'un qui achète sa maison pour la toute première fois. Il est peut-être mieux d'aller par ce qui est normal, c'est-à-dire que suivre les étapes normales pour éviter de mauvaises surprises. C'est-à-dire, la maison est mise sur le marché, vous avez fait votre choix, vous avez évalué le quartier, vous avez évalué les valeurs des propriétés environnantes et vous avez fait votre choix, vous avez déjà été préapprouvé par la banque et vous continuez sur la même voie jusqu'à ce que vous deveniez propriétaire. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, si vous allez prendre maintenant une maison à short sale pour un first-time buyer, c'est bon dans la mesure où le prix de la maison elle-même est bonne, mais il y a quelques facteurs justement à considérer. Quand vous achetez un short sale, ça prendra à la banque de 60, 120, 150 jours pour que la banque approuve le short sale. Ça veut dire que bon, vous perdez du temps pour cela. Deuxième facteur, si la maison a été endommagée par le propriétaire qui occupait la maison, la banque n'arrange pas, elle ne va rien arranger. Donc, s'il y a des vitres cassées, s'il y a un problème de climatisation, s'il y a un problème de chauffage, s'il y a eu une inondation, s'il y a de la moisissure, donc mold, s'il y a un problème de toit, s'il y a un problème quelle que soit la nature du problème qu'aurait la maison du short sale, la banque ne s'engage pas, elle ne s'engagera absolument pas à vous aider à arranger ce problème. Or, si vous êtes un first-time buyer, vous achetez votre maison pour la toute première fois, vous avez déjà le bagage qui vous pèse sur la tête du fait que vous êtes en train de faire les choses de façon parfaite, donc d'être sûr que bon, tout se passe convenablement, comme il faut. Vous allez vous enquiquiner, honnêtement, vous allez ajouter un problème de short sale d'une maison qui est peut-être pas en parfait état et pour lequel vous devrez dépenser beaucoup plus d'argent. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça, il y a le fait que bon, la banque, elle est sous la maison, elle est sous short sale. Mais je vous expliquerai le facteur du short sale sur une prochaine émission. Il y a encore le fait que le short sale peut ne pas être approuvé par la banque et que la maison aille en foreclosure. Non seulement, c'est-à-dire que le temps que vous avez dépensé, que vous avez passé justement à attendre que la maison soit sur le marché, que la maison vous revienne, ne vous servira absolument à rien et vous serez de nouveau à votre point de départ. Donc pour un first-time buyer, il est mieux de vous éviter ce genre de stress-là et de faire. Mais ça ne veut pas dire que bon, sur 100% des cas, tous les cas sont des cas comme ceux-là. Vous pouvez tomber sur une excellente opportunité où non seulement la maison est en très bon état, que le short sale n'a pas pris du temps, a été approuvé par la banque, et une maison, vous n'avez pas de travaux majeurs à faire sur la maison. Donc là, utilisez votre bon jugement, mais utilisez quand même des experts, des gens qui s'y connaissent dans le monde de l'immobilier avant de faire votre choix.
parce que ce serait vraiment regrettable que votre première expérience en tant que propriétaire s'achève dans un cauchemar. Donc, ceci étant dit, j'espère, Monsieur Touré, que j'ai répondu à votre question. Ah non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de répondre. Excusez-moi, je ne sais pas quoi je fais. La Coupe du Monde, vous voyez, ça vous tourne la tête un peu partout. Il y a le foreclosure, les maisons qui ont été saisies. La plupart du temps, comme j'ai dû l'expliquer dans mes émissions précédentes, les foreclosures, ce sont des maisons qui ont été prises contre le gré de la personne qui était propriétaire de la maison. Bien sûr, il y a des gens qui sont de bonne foi, bon, les arrangements se font à l'amiable, ils partent et laissent la maison dans un état acceptable. Mais bon, on a remarqué, dans la majorité des cas, les gens vandalisent les maisons. Bon, vous vous retrouvez avec une maison qui a une valeur normalement sur le marché normal, hein, là je ne parle pas de foreclosure, une maison qui sur le marché normalement vaudrait 250 000 $. On vous met la maison sur le marché, la maison est en foreclosure, la banque vous la met sur le marché à 180 000 $. Vous dites, ah, mais voilà, j'ai une maison qui a 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, toilettes pour visiteurs, vous avez un basement, vous avez un attic, vous avez un jardin, vous avez un garage. Vous vous dites, mais c'est un très bon deal, 180 000 $ et tout pour une maison qui vaut 250 000 $. I go for it. Mais attendez, j'ai une nouvelle pour vous. Vous faites inspecter la maison, parce que c'est toujours bien de dépenser un peu d'argent et faire une pré-inspection de la maison par un inspecteur de maison. Et vous vous rendez compte que, bon, les gens qui, avant de partir, aigris comme ils l'étaient et fâchés comme ils l'étaient, ont laissé les robinets couler. Donc, ça veut dire les robinets de toutes les salles de bain. Donc, ça veut dire que l'eau a commencé à couler d'en haut jusqu'en bas, à endommager les plafonds et tout ce que vous voulez jusqu'au sous-sol. Vous vous rendez compte que, bon, du côté donc, les gens en partant ont enlevé tout ce qu'il y avait comme, ont endommagé la toiture, ont endommagé la cuisine, ont pris les appareils ménagers, ont endommagé le carpet, la moquette et le garage, bien sûr, le système de garage a été endommagé, le jardin, mais enfin, soit la maison ressemble à un champ de guerre, un champ de bataille. Vous allez vous dire, bon, la maison, elle a été mise à 180 000 $, c'est bon, mais bon, vous appelez un inspecteur de maison, il va vous évaluer les travaux qu'il y a à refaire pour remettre la maison sur pied. Et bon, il vous dit, bah, écoutez, pour arranger tout cela et tout, il faudra payer au moins 120 000 $ parce qu'il faudra refaire les plafonds, les chambres du main et du basement. L'eau qui a coulé a provoqué de la moisissure dans le basement. Donc, ce qu'il faut dire que bon, il faut nettoyer tout ça, refaire le drywall. Pas refaire, replacer, parce que dans ce cas-là, on ne refait pas. Remplacer le drywall, tuer toute cette moisissure, toutes ces bactéries qui provoquent la moisissure et tout. Remettre peut-être une moquette ou bien mettre des tiles, des carreaux. Excusez-moi, ça passe, donc ça sort. Je sais ce que je veux dire, mais ça ne franchit pas toujours la bouche de la façon dont je veux que ça sorte. Et puis, on vous évalue tout ça. Et on vous dit, bon, écoutez, monsieur X, madame Y, le minimum qu'il faudrait pour remettre cette maison, pour la rendre habitable et remplacer tous les appareils ménagers qui ont été soit bousillés ou bien soit remplacés par des appareils qui étaient morts depuis des années, parce que les gens font ça, ils prennent ce qu'il y a de bon et ils le remplacent par ce qu'il y a de mauvais. On vous évalue ça à 120 000 $ ou 135 000 $. Maintenant, faites vos calculs. 180 000, ça c'était le prix de la maison sur le marché. Pour y arranger la maison, 135 000 $. On vous dit, ah bon, écoutez, on va vous faire un prix, on vous le donne à 120 000 $. Faites la somme, ça vous donne combien? Ça vous donne 300 000 $. Est-ce que ça vaut la peine de claquer maintenant 300 000 $ sur une maison qui, normalement, en évaluant les maisons dans les environs, reviendrait à 250 000 $? Donc ça, il faut bien faire
il faut bien faire vos recherches et bien faire vos devoirs avant de considérer de faire ça. Et surtout pour quelqu'un qui achète sa maison pour la première fois. Honnêtement, pourquoi vous voulez vous compliquer la vie avec ça? Alors, il y a la quatrième option, il y a ce qu'on appelle les bank-owned. Les bank-owned, ce sont des maisons qui étaient des foreclosures, donc qui avons été ressaisies par la banque, mais que la banque a réaménagées pour certaines d'entre elles. Donc, elles les ont rendues plus ou moins habitables. C'est-à-dire, il y a des travaux à faire, mais bon, c'est pas aussi important que ce que vous aurez eu avec un foreclosure. Et j'ai peut-être oublié d'ajouter que quand vous achetez votre maison à 180 000 $, là, la banque n'arrange rien du tout. Hein? N'arrange rien du tout. Donc jusque-là, la banque les réparations ne sont payées que pour un achat standard. Donc vous achetez votre maison normalement, on fait la liste de ce qui ne va pas. Le propriétaire de maison est tenu à réparer et vous rentrez la maison dans des conditions convenables. Le short sale, la banque ne paye pas. Le foreclosure, la banque ne paye pas. Maintenant, le bank-owned, la banque a arrangé, elle vous a rendu la maison habitable, on vous la met sur le marché. Ça encore, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur quelque chose d'extraordinaire. Une maison qui coûte pratiquement rien du tout, sur laquelle vous pouvez faire des fixes, ce que disait M. Ndo, des fixer-uppers dessus, en la remodifiant, l'aménageant à votre goût, sans pour autant dépenser trop d'argent. Là aussi, la banque ne paye rien du tout pour la rénovation de la maison, mais vous pouvez avoir la chance de tomber sur quelque chose de très bon. Et pour en être sûr, home inspection. Prenez quelqu'un qui est licensed pour ça et il va voir, il va vraiment déterminer et tout. Parce que vous voyez, la banque, comme toute personne qui vend sa maison, parce qu'à un moment donné, on aura un chapitre sur les gens qui vendent leur maison. Vous voulez vendre votre maison, vous savez que votre maison a des imperfections, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les camoufler, si cela va bien, pour être sûr que bon, vous avez liquidé votre maison et que vous n'avez plus ce problème-là, vous tracassez. Donc, dans le cas des 3 derniers cas que j'ai mentionnés, le short sale, le foreclosure et le bank-owned, faites votre devoir convenablement. Avec le standard sale, c'est OK. Mais surtout si vous êtes un first-time buyer, c'est-à-dire relisez 2 ou 3 fois mieux vos notes et faites vos recherches un peu plus pour être sûr que vous ne tombez pas sur sur une mauvaise option qui va vous faire détester la procédure d'achat de maison quand ce sera votre seconde maison. Parce qu'une fois que vous avez acheté, vous vous êtes fait avoir avec la première maison, vous pensez bien que la deuxième, ce sera une mauvaise expérience, ce sera tout un... Au fond, vous deviendrez le cauchemar de quelqu'un d'autre. Parce que vous serez tellement pointilleux sur tout ce qui n'a pas marché, avec votre premier achat de maison, que ce ne sera pas bien. Donc, il est mieux pour quelqu'un qui achète sa maison pour la toute première fois d'aller par la voie normale. Sauf coup de chance, ou bien sauf si vous avez quelqu'un de bien pour vous conseiller et de vous suivre dans votre procédure d'achat, alors là, vous pouvez considérer les fixer-uppers, les foreclosures ou bien les bank-owned properties. Alors, ceci étant dit, j'ai reçu une autre question et celle-là, elle venait de Madame Toko. Elle m'a demandé si j'avais une idée sur les programmes du gouvernement qui peuvent éviter les foreclosures. Bon, les foreclosures, c'est quand vous vous retrouvez avec vous avez une situation soit, qui était à court terme ou à long terme, où vous vous êtes retrouvé dans l'incapacité de répondre à vos obligations mensuelles financières de la maison et que la banque est en train de décider de vouloir vous reprendre la maison. Bon, il y a quelques options que je voudrais vous avancer. La première, si la difficulté financière que vous avez eue est de court terme, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a pris 2-3 mois, tout au plus, ou 4,
et que le problème en question n'existe plus et que vous vous retrouvez avec des retards de paiement sur votre amortissement, votre mortgage, vous pouvez contacter la banque et engager ce qu'on appelle un loan modification. Donc, ils vont vous réamortir votre dette en tenant compte, bien sûr, de ce que vous n'avez pas payé et essayer de vous remettre à la page, c'est-à-dire à vos paiements et tout. Donc, ils vont rééchelonner vos paiements mensuels et essayer d'arranger le problème dans ce sens-là et tout. Deuxième facteur, si le problème qui vous affecte, le problème financier qui vous affecte est à long terme et que ça ne peut pas, vous ne pensez pas que la modification peut aller, à supposer que c'est une situation de j'allais dire, au lieu de dire chômage, j'ai failli dire chauffage. Si vous vous retrouvez dans une situation où la maison est en bon état et que vous évaluez, parce que ça vous pouvez toujours faire ça avec un agent immobilier, vous évaluez ce que vaut les autres maisons similaires que votre maison dans le quartier, ce qu'elles valent, et vous regardez justement ce que vous devez à la banque et vous faites évaluer la valeur de la maison. Si la maison est en bon état, parce que j'ai mentionné ça auparavant, si vous gardez vos maisons en bon état et que quelque chose arrive, il vous sera facile de liquider la maison, c'est-à-dire de la vendre. Ça, c'est quelque chose à long terme, au début du problème. Parce que n'attendez pas qu'il se passe 1 an ou 2 ans, parce qu'à ce moment-là, les dettes auront augmenté et vous ne serez plus en mesure d'utiliser cette option C. Mais si c'est quelque chose que, la situation sera permanente et vous le constatez, et que vous n'êtes pas en mesure de garder la maison, et que la maison est en bon état, vous pouvez gagner sur la maison. Vous pouvez vendre la maison, vous pouvez la mettre sur le marché, assumant que la maison est en bon état, qu'elle a de la valeur, disons vous avez assez d'équité dessus, et que vous pouvez même gagner de l'argent dessus. Là, vous débarrassez de la maison à l'amiable, c'est-à-dire que vous n'avez aucun problème avec la banque, et vous n'avez pas avec un peu de chance, vous faites un peu de bénéfices, et vous partez avec et vous continuez avec votre vie. Il y a une autre option par contre. Si vous vous retrouvez dans le cas, et cela est arrivé aux gens par exemple qui ont acheté leur maison vers les années 2006, 2007, 2008, 2009, où vous avez acheté une maison, disons 300 000 $ à l'époque, et qu'aujourd'hui la maison vaut 150 000 $, mais que vous devez à la banque 250 000 $, donc il n'y a pas moyen de liquider la maison, et qu'en évaluant la maison, elle n'a vraiment pas d'équité, mais écoutez, dans ce cas-là, on applique ce qu'on appelle le short sale, c'est-à-dire que vous négociez avec la banque. La banque va mettre la maison sur le marché et essayer de trouver, bien sûr la maison est mise sur le marché, vous trouvez un vendeur et la banque va settle, c'est-à-dire qu'elle va négocier votre dette. Si vous aviez pris un autre prêt, ce qu'ils appellent un second lien sur la maison, elle va négocier avec ce second lien-là. Si vous aviez des frais relatifs communautaires à la propriété, c'est-à-dire les condo fees ou bien les home owner association, ça aussi sera settled. Et à ce moment-là, avec le short sale, la maison est mise sur le marché. Si le short sale est approuvé, vous en ressortez comme il faut. C'est-à-dire que vous aurez peut-être 2 ou 3 ans d'inéligibilité d'achat pour une nouvelle maison, mais au moins une chose sera sûre, vous n'aurez pas le second trust, donc le second financement sur vos épaules, vous n'aurez pas les taxes sur vos dos, vous n'aurez pas les associations communautaires, les HOA et les condo fees sur le dos, vous n'aurez pas, vous en sortez comme si de rien n'était.
Parce que ce sont des situations justement qui sont arrivées et qui existent encore. Les gens qui ont acheté leur maison vers les années 2006, quand le marché était en pleine folie, ils ont acheté des maisons qui ont été surévaluées. Et aujourd'hui, ces maisons-là ne valent que peut-être le prix de ce que ces maisons-là. Mais les dettes, ce que les gens doivent payer pour ces maisons, sont beaucoup plus élevés que ce que la maison vaut aujourd'hui sur le marché. Et la meilleure option pour cela, pour éviter un foreclosure et de vous compliquer la vie et tout, c'est d'appliquer un short sale. Et tout. Et il y a encore une autre option. On ne l'appelle pas short sale, on l'appelle deed in lieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous contactez la banque et vous faites un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire que bon, c'est une espèce de foreclosure, mais bon, vous le faites à l'amiable. C'est-à-dire que bon, écoutez, je ne suis plus en mesure de payer ma maison. Reprenez la maison, elle est à vous, je laisse la maison, et puis après, bon, la maison vous revient. Et ce sont ces maisons-là qui finissent par être appelées ce qu'on appelle les bank owned, parce que la banque a repris la maison avec accord justement du propriétaire existant dans la maison. Donc, pour récapituler, il y a 4 options pour éviter le foreclosure. Soit vous appliquez pour une modification, si cela va bien. Si la modification ne va pas et que le problème est plus sérieux et que c'est à long terme, allez avec un short sale. Ah non, il faut que je les cite par ordre. Si votre maison est en bon état et que vous pouvez la revendre en fonction du marché immobilier du moment, revendez la maison. Vous pouvez vous retrouver avec, vous pouvez même faire un gain dessus si la maison a de la valeur sur le marché. Deuxième option, ce sera la modification. Si votre situation est à long terme, alors vous appliquez le short sale. Le short sale ou bien le deed in lieu. Mais le deed in lieu, donc le deed in lieu, normalement c'est un terme en français, le deed in lieu est beaucoup plus applicable si vous n'avez qu'une seule dette sur le marché, vous n'avez pas contracté de second prêt sur la maison et que vous n'avez pas les frais des communautés associatives comme les HOA et les condo fees. Avec le deed in lieu, c'est-à-dire que bon, c'est la maison, vous la rendez à la banque, il n'y a rien d'autre derrière, on ne vous poursuit pas pour quoi que ce soit, l'arrangement il a été fait à l'amiable et vous s'en sortez calmement. Mais il faut négocier avec la banque pour cela. Si vous savez que vous avez pris un prêt sur la maison, vous avez un second lien, un second trust sur la maison, le deed in lieu n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, faites le short sale. Et ça, ce sont les options justement pour vous éviter le foreclosure. Donc, si vous avez des questions additionnelles sur cela, bien sûr, pour certaines personnes, le short sale, ça ne veut rien dire. Le foreclosure et bank owned, c'est un peu flou, mais bon, on reviendra dessus sur les émissions suivantes. Ça, c'est pour la partie questions. Alors, aujourd'hui, on allait justement parler des critères du choix de sa maison. Les critères du choix de la maison, c'est-à-dire que bon, on a passé les émissions, hein? On en était arrivé, vous avez votre lettre de pre-approval, de pré-approbation par la banque pour l'achat d'une maison. Bon, là, vous voyez, on pense toujours que bon, après avoir passé toutes les étapes là, du crédit, du financement, des dettes, de purger les dettes et tout ce que vous voulez et tout, vous avez la lettre d'approbation, vous vous dites, ah bon, ça c'est le trophée, mon problème est résolu. Oh non, c'est là que les problèmes commencent. Le problème, c'est que tout le monde veut avoir une maison de rêve, quel que soit le montant pour lequel il est approuvé. Tout le monde veut habiter dans un excellent quartier où il sera heureux, où tout sera parfait et tout. Mais le problème, c'est que justement, il faut tenir compte de son pouvoir d'achat avant d'envisager tout cela. Alors, quels sont les critères si vous voulez choisir votre maison? La première chose, ce serait quoi? L'emplacement de la maison. On veut que la maison soit dans un bon quartier. Pour les gens qui ont des enfants, il faut que les écoles soient bonnes. Pour les gens qui
Bon, vous n'avez qu'une voiture ou vous n'avez pas de voiture. Le transport, là, si la personne peut se déplacer facilement, s'il y a un bus à côté, est-ce qu'il y a une ligne de métro à côté, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut tenir en considération quand vous prenez la maison. Il n'y a pas que la maison elle-même, parce que bon, vous pouvez vous trouver sur une maison, vous avez été approuvé pour 200 000 $, vous n'avez pas de véhicule, mais vous voyez une belle maison qui se situe à 50 km du centre-ville, dans une zone rurale où il n'y a ni transport en commun ni rien. Vous savez, vous voyez un peu de ce que je veux dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous allez vous retrouver, la maison elle est là, mais vous ne pourrez pas bouger de la maison. Vous n'allez pas rester là, adorer la maison. Si elle ne vous sert, vous pouvez vous déplacer. Vous n'avez rien à proximité. Donc, tenez compte de l'emplacement de la maison. Si vous la voulez à côté d'un shopping center, c'est comme vous voulez. Si vous la voulez à côté vous la voulez à la campagne, c'est comme vous voulez. Si vous la voulez dans la banlieue, c'est comme vous voulez. Vous la voulez au centre-ville, c'est votre choix. Mais tenez ça en considération et tout. Tenez aussi compte du voisinage et de ce que l'endroit de vos choix est. Parce que bon, si les écoles ne sont pas bonnes et que bon, les écoles, ça c'est déjà un facteur, mais bon, vous n'avez pas envie de construire, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une maison qui est située à proximité d'un aéroport, par exemple. Parce que vous allez passer d'un aéroport ou bien d'une voie ferrée où les trains passeront chaque fois. Chaque fois qu'ils passent, il y aura des tremblements de terre dans toute la maison. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous souhaitez. Je ne pense pas non plus que vous souhaiterez avoir une maison qui est juste à côté d'une autoroute où vous allez passer toute votre journée soit à sentir, à humer l'odeur du caoutchouc des pneus qui sont en train de grincer sur l'autoroute avec tous les fous qui circulent dans les rues. Et vous n'avez pas envie de vous retrouver, par exemple, à côté d'un endroit où il y a des matières chimiques douteuses qui servent de taudis à ce genre de produits. Donc, ça, c'est quelque chose dans le critère de votre maison. Tenez compte de tout cela. Donc, il y a l'emplacement, il y a ce qui envoisine la maison. Et après cela, on va arriver au type de maison que vous voulez. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Quelqu'un qui achète sa maison pour la première fois. Bon, ça dépend d'une personne à l'autre. Un jeune étudiant qui vient de finir ses études universitaires, il est beaucoup plus intéressé par un condo. Il veut un condo, il n'a pas de famille. C'est pratique pour lui qu'il soit au centre-ville. Il y a le transport en commun, pas tellement besoin de voiture. Il est peinard, la vie est mollo. C'est bon, il y va. Il y a par contre ceux qui seront intéressés, un townhouse. Ce n'est pas un condo, mais ce n'est pas une maison single home family non plus. Mais elle a tous les avantages que présentent les deux. Donc elle prend un peu des deux. Donc vous tenez compte de ce qui vous intéresse, ce qui vous arrange au fond, en fonction de votre situation. Parce que bon, je ne pense pas qu'habiter dans un condo si vous avez 3 enfants, et vous savez, les enfants sont assez turbulents et non, ça ne va pas. Le townhouse, ce n'est pas un condo, ce n'est pas un single home family, c'est quelque chose au milieu. Et avec quelqu'un qui a une famille, c'est quelque chose peut-être que vous pouvez considérer. Mais bon, si pour les gens qui préfèrent plutôt une maison, donc une maison normale, donc pas de townhouse, pas de condo, au fond, chacun se sert dans ce qui lui plaît. Vous voulez un condo, allez-y. Vous voulez un townhouse, allez-y. Vous voulez un single home family, allez-y. Mais bien sûr, tenez toujours compte de ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez faire et tout. Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous avez été approuvé pour un prêt de 200 000 $, que vous devez absolument avoir une maison qui va vous coûter 200 000 $. Parce que n'oubliez pas, vous devrez racheter des meubles pour la maison, vous voudriez peut-être repeindre la maison, vous voudriez peut-être modifier la maison, arranger la maison, c'est-à-dire vous voudrez vous mettre à l'aise dans votre maison et vous aurez
vous aurez des surprises supplémentaires. Donc, tenez compte de cela. Donc, le style de la maison et ce qu'est la maison. Ne la prenez seulement pas parce que, tel a une maison comme celle-là, moi aussi je la veux et tout, mais vous ne connaissez pas ses capacités d'achat. Donc, vous n'avez pas à vous comparer avec ces personnes-là et tout. Bon, la situation financière, qui est un autre facteur dans le choix des critères de la maison. Quand vous achetez une maison, c'est tout un investissement. C'est un investissement qui va durer pendant longtemps, qui va au moins jusqu'à 30 ans. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sait, 40 ans, on ne sait jamais. Mais bon, quand vous la prenez et tout, c'est-à-dire que bon, vous allez vous endetter pendant tout ce temps-là. Quand on dit que vous avez un mortgage de 30 ans, vous devez vous assurer justement que votre situation en matière de travail, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de risque que vous perdiez votre travail et que votre situation au travail est stable. Parce que bon, si vous engagez dans un prêt, dans une dette qui va vous durer des dizaines d'années et que votre situation en ce qui concerne le travail est précaire, là c'est comme si vous préparez à l'avance à une catastrophe, parce que bon, vous n'êtes pas, bien sûr vous ne pouvez pas prévoir, parce que vous pouvez vous dire que bon, vous avez une maison, vous achetez votre maison, votre travail était stable, et puis du jour au lendemain, bon, quelque chose est survenu. Ce sont des situations qui arrivent, mais dans la mesure où vous savez que vous n'avez pas un travail stable, là je m'adresse aux gens, bon, vous travaillez pour vous-même, vous n'avez pas de revenus réguliers. Il est bon que vous réfléchissiez d'abord avant d'engager cela. Parce que bon, le critère de la maison, le choix de la maison, il est bon. La démarche même d'acheter la maison, elle est honorable. Mais comme je l'ai dit la semaine passée, si vous n'avez pas d'espace financier tout autour de vous et que vous allez vous retrouver serré, ou bien qu'il y a des risques, et je vous dis tout, alors ne vous engagez pas encore dans l'achat de la maison, parce que vous allez tout droit vers un fiasco. Donc quand vous êtes à l'aise, faites-le. Et je l'ai mentionné, ne le faites pas pour prouver à qui que ce soit, parce que tel l'a fait, parce que tel l'a fait, bon, moi aussi je vais le faire et tout. Non. Assurez-vous que vous êtes assez à l'aise, que vous êtes stable, et que votre situation de stabilité, la stabilité financière que vous avez est à long terme. Parce que si ce n'est pas le cas, ne vous aventurez pas. C'est un investissement, c'est un des investissements le plus important de votre vie, et c'est celui qui dure le plus longtemps. Donc si vous ne le prenez pas au sérieux et que vous ne préparez pas convenablement, c'est-à-dire du financement jusqu'au choix de la maison, là vous allez vraiment faire une catastrophe. Alors le point qui suit pour le critère du choix d'une maison, vous avez choisi votre maison, je ne pense pas qu'il y ait encore un critère supplémentaire, mais vous devez justement, quand vous cherchez vos maisons, vous devez savoir à qui vous adresser justement dans le processus de la vente de maison. Bien sûr, j'ai mentionné l'agent immobilier, mais vous devez aussi faire votre devoir, parce qu'en ce qui concerne l'emplacement de la maison, je reviens sur les points que j'ai mentionnés auparavant. On vous envoie des échantillons de maison. Bien, à votre agent, vous avez dit, bon écoutez, j'ai trouvé tel endroit et tel endroit qui m'intéresse. On vous envoie des échantillons. Vous avez opté pour une maison simple, et la procédure commence. Ne soyez pas pressés de visiter les maisons. Prenez le temps. Soyez patient. Visitez le plus de maisons possible, sauf si vous achetez une maison qui va être construite, qu'on construit pour vous justement. Et là, n'oubliez pas ce que j'avais dit. J'avais répondu à une question de quelqu'un qui avait posé la question, la différence entre maison usagée et une maison neuve et tout. Faites votre devoir et assurez-vous que le constructeur est un bon constructeur. Mais on n'en est pas là pour aujourd'hui, on n'est là pas pour le moment. On revient au choix de la maison. Vous faites votre choix, bien sûr on vous envoie, votre agent immobilier vous envoie le catalogue, donc tout ce qu'il y a comme maison. Il vous revient à vous, l'acheteur,
en fonction des maisons que vous allez, bien sûr, vous sélectionnez. Ah bon, celle-là, bon, ça ne m'intéresse pas tellement et tout. De prendre le temps d'aller visiter l'environnement dans lequel se trouve la maison. C'est-à-dire, allez-y sans votre agent. Et avant même de programmer une visite. Et voyez, par exemple, le matin, comment c'est dans ce quartier-là, comment c'est l'après-midi, qu'est-ce que c'est. Au fond, quels sont un peu... C'est-à-dire, prenez connaissance de la température de l'environnement dans lequel vous considérez justement acheter votre maison. Et une fois que cela est fait, que vous êtes satisfait ou insatisfait, ça dépend de ce que vous allez, à ce moment-là, bon, vous mentionnez à votre agent, vous dites, écoutez, sur les maisons que vous avez envoyées, on est intéressé par celle-là, 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 nous voulons la visiter. Prenez votre temps. Si vous devez visiter 30 maisons, visitez 30 maisons. L'agent immobilier, il est là, il reçoit sa commission pour satisfaire justement vos désirs à vous. Il n'est pas là pour vous limiter sur le choix des maisons que vous voulez visiter. Prenez votre temps. C'est un des investissements le plus important de votre vie et vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous pouvez vous tromper, ça peut arriver, quelque chose pour survenir, mais ce n'est pas quelque chose que vous voulez considérer pour le moment. Prenez votre temps, il n'y a pas le feu. Allez-y calmement, évaluez, regardez, posez des questions, enquêtez. Demandez à la personne qui vend, pourquoi est-ce que vous vendez votre maison? Quelles sont les raisons qui vous pensent à... Vous n'allez pas vous retrouver sur une maison justement qui est hantée et puis après, bon... non, bien sûr, il vous le dira peut-être pas, mais bon, il est toujours mieux de vous renseigner. C'est pour ça justement qu'il faut aller dans les quartiers environnement. Vous y allez, vous vous renseignez. Les voisins, ce que l'agent immobilier ne peut pas vous dire, parce que la loi l'empêche de vous informer de certains facteurs, les voisins, eux, ils n'ont pas cette restriction-là. Ils vous diront exactement tout ce qui se passe. Si c'est une bonne maison, ils vous le diront. Si la personne qui vend la maison est une bonne maison et qu'il s'est passé quelque chose, ils vous le diront. Mais tout cela, vous voyez, dans la sélection, dans le choix de votre maison et tout, allez-y. Bien sûr, vous avez votre maison, vous décidez ce que vous voulez avoir dedans. Vous voulez une cuisine moderne, vous le faites. Vous voulez un jacuzzi, vous le faites. Vous voulez une salle de gymnastique dans la maison. Vous faites ce que vous avez à faire et tout. Mais ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. En ce qui concerne l'achat de votre maison. Prenez votre temps et assurez-vous que vous tombez sur quelque chose de bon, de solide et quelque chose qui vous abritera. Parce que si c'est votre première fois d'acheter une maison et que vous n'êtes pas encore marié, qui sait, vous envisagez peut-être d'avoir une maison où vous aurez vos enfants dedans. Et tout ça, donc ce sont tous des petits facteurs que vous devez prendre en considération et qui forment un tout dans le critère du choix de votre maison. Alors, pour résumer ce que j'ai dit jusque-là, donc dans les critères du choix de votre maison et de la procédure, le point numéro 1, et notez-le si vous devez, préparez bien votre achat. Ça se fait progressivement, ça se fait doucement, calmement, et préparez-les sans vous stresser, mais bon, vous êtes déjà stressé dans le processus, donc ça ne sert à rien. Alors, dans le choix de votre maison, projetez l'avenir. Est-ce que la maison, elle est achetée pour être investie plus tard? Est-ce qu'elle est achetée, c'est votre première fois que vous achetez une maison, vous n'êtes pas marié, est-ce que vous aurez vos enfants dedans? Le point numéro 2, projetez dans l'avenir. Est-ce que vous allez la revendre plus tard? C'est comme vous voulez. Faites-vous conseiller. N'allez pas en vous disant... Bon, quand je dis faites-vous conseiller, c'est-à-dire par des gens compétents, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous n'allez pas vous faire conseiller par ah non, Balobe Lingala. Non. Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas le Lingala, mais bon, je suis désolée. Faites-vous conseiller par quelqu'un de compétent qui s'y connaît dans la matière. Ils vous donneront des conseils, ils vous indiqueront justement ce qu'il faut faire. Et puis après, ayez un peu de méthode, c'est-à-dire, allez-y, faites vos enquêtes dans l'environnement qui vous intéresse, sur la maison, pour savoir justement où vous voulez vous en trouver.
Vous voulez y arriver. Le français, hein, je vous assure. 1, 5, 4. Alors, visitez sans vous presser. Donc, le choix des maisons qui vous sont données par votre agent immobilier, visitez-les. Si vous devez les revisiter une seconde fois, faites-le. Chacune d'elles, ne laissez personne vous brusquer parce que c'est une décision qui est importante et elle demande toute votre considération et toute votre attention et tout votre calme parce que si vous avez la tête froide, les décisions, elles en découleront convenablement. Et si c'est une maison que vous achetez, que vous allez retaper, donc ce qu'on appelle fixer-upper, comme disait M. Do, faites chiffrer les travaux. Si c'est une maison que vous achetez qui a besoin de réfection, chiffrez les travaux, comparez le prix de vente, comparez les prix dans l'environnement, dans le quartier justement qui vous intéresse, et faites-vous une idée. N'y allez pas seulement comme ça aveuglement parce que vous n'achetez pas de l'argent pour commencer à transformer vos finances en passoire, quoi. Donc, faites-le et tout. Et puis après, une fois que vous avez évalué cela, vous avez évalué votre quartier, vous avez finalement fait votre décision et choses et tout, faites votre offre d'achat. Le reste de la procédure, votre agent le fera avec vous. Bien sûr, le notaire et tout, ça viendra sur notre émission. Alors, ceci dit, notre émission se termine ce soir. Je suis impatiente, comme chaque semaine, d'attendre vos questions et je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Donc, passez une excellente soirée et au revoir.